théologien néerlandais. Donc, dans ses œuvres, il va critiquer et faire des ouvrages qui vont inviter à la réflexion, comme par exemple le Nouveau Testament, qui est une œuvre qu'il a traduite du grec au latin et qui a remis en question la Vulgate, qui était la Bible de l'époque du 5e siècle. Donc, il a beaucoup voyagé et il a eu plus de 600 correspondants dans toute l'Europe, ce qui est vraiment énorme. Et il va se servir d'une invention que vous allez voir un petit peu plus tard avec mon collègue Nils, qui est l'imprimerie en fait, et dans laquelle, dans ses œuvres, il va utiliser la satire pour critiquer la société de son époque. Excusez-moi. Oui. C'est quoi la satire? Donc la satire, c'est quand on va émettre une critique péjorative de quelque chose, mais de manière très très forte et très accentuée. Alors, je vous invite à aller un petit peu avec moi en avançant. Donc ici, vous avez un portrait de François Rabelais, qui est un Français, et qui a, tout comme Erasme, utilisé la satire, mais également l'ironie dans ses écrits, pour diffuser les pensées humanistes de l'époque, qui étaient en fait il y en avait deux principales. Donc, la place de l'homme dans la société, est-ce qu'on va le placer au cœur des préoccupations ou pas, et également l'envie de rompre avec l'obscurantisme du Moyen-Âge. Oui, l'obscurantisme. Alors, c'est une très bonne question, merci de me la poser. L'obscurantisme, en fait, ça désigne un groupe de personnes qui s'opposaient à la diffusion de, par exemple, de la culture, de l'institution, en fait, du savoir de manière globale. Donc, une de ses plus célèbres œuvres, je ne sais pas si vous avez une petite idée. Non, c'est Gargantua. Vous connaissez? Non. D'accord. Alors, donc pour cette dernière partie avec moi, je vous invite à me suivre. Et vous allez sûrement reconnaître la personne qui est juste à votre gauche. Oui. C'est Léonard de Vinci. Oui, c'est ça. Donc, Léonard de Vinci, vous connaissez peut-être sous la forme d'un peintre, comme vous avez pu le voir avec une collègue de la Renaissance, avec Mona Lisa notamment. Mais c'est également un inventeur, un philosophe et un humaniste qui s'est inspiré d'anciens antiques, comme par exemple Vitruve, afin de mener des réflexions sur l'homme et la nature qui ont en fait amené à des progrès scientifiques. En parlant de Vitruve, vous avez juste ici à votre droite le tableau qui s'intitule L'homme de Vitruve. Et c'est un croquis, en fait, qui représente les proportions idéales de l'homme à cette époque. Donc, vous voyez bien le cercle avec le carré, que l'homme, vraiment, il a des proportions qui sont vraiment idéales selon celles de l'époque. Non seulement c'est plus qu'un simple croquis, ça devient même la figure emblématique et ça devient un symbole allégorique de l'humanisme à cette époque-là, parce que vraiment on s'interroge sur la place de l'homme et c'est pour ça qu'on va essayer de le représenter au milieu. Donc je laisse pour la suite de la visite la parole au guide. Donc merci Eva, et donc comme vous avez pu le voir avec ma collègue, les humanistes vont vraiment œuvrer dans différents domaines. On a pu voir la littérature avec Rabelais, on a pu voir donc les sciences avec Léonard de Vinci et son homme de Vitruve, mais les humanistes vont aussi toucher le domaine des arts, l'éducation, pour vraiment diffuser un maximum les pensées humanistes. Alors, pour diffuser, pas de flash s'il vous plaît, juste. Donc pour diffuser ces pensées humanistes, ils vont faire des voyages, donc voilà, ils vont partir dans toute l'Europe, ils vont faire, est-ce que tu as entendu parler de l'humanisme? Il va aussi avoir des correspondants, on a pu voir Erasme qui a plus de combien tu avais dit? 600 correspondants, c'est impressionnant. Mais il y a surtout une invention qui a vraiment permis la diffusion des idées humanistes, c'est l'imprimerie. Alors, jusqu'à cette invention, il faut savoir que c'était des moines, les moines copistes qui étaient là, qui écrivaient à longueur de journée, qui recopiaient les manuscrits, mais ça prenait beaucoup de temps, et donc, comme ça prenait beaucoup de temps, c'était aussi très cher. Et donc, vers 1450, il y a Gutenberg en Allemagne qui a eu l'idée de créer des caractères mobiles. Donc, comme vous avez, vous pouvez, s'il vous plaît, juste je vais vous demander un peu de respect pour les autres touristes dans ce jeu. Merci beaucoup. Donc voilà des caractères mobiles, donc ce sont des petites lettres comme ça. Donc c'est facile à placer. Et donc on les met, ça forme des lettres, enfin ça forme des phrases avec les différentes lettres.
Et donc, l'imprimerie, ça va permettre de vraiment créer plein de livres. Donc là, vous pouvez voir un typographe qui vient créer les différentes phrases. Donc il vient dire, par exemple, aujourd'hui il fait beau, donc il met A, J, O, U, R, etc. Ensuite, on va venir, on va venir ancrer la plaque avec de l'encre, avec un tampon. Donc on met de l'encre sur les caractères mobiles. Ensuite, on va utiliser une presse à vis, comme vous pouvez le voir ici, mais également sur cette œuvre-là. Donc la presse à vis, on va venir enfoncer sur la feuille. Et du coup, ça va venir mettre la page, quoi. Et du coup, on fait une page, on le répète plein de fois. Ensuite, on crée une autre page, on le fait plein de fois. Et à la fin, on assemble. On fait sécher avant les feuilles, on assemble. Et voilà, vous avez un livre. Petite question. Ça prenait pas beaucoup de temps quand même de faire tout ça? C'était beaucoup plus rapide. C'est pas l'imprimerie moderne telle que nous on la connaît, mais c'était quand même révolutionnaire à l'époque. Il faut imaginer qu'avant, on écrivait. Là, on a une page, on la compose une fois avec des petits tampons, on la plaque sur une feuille, on fait, je sais pas moi, 30 exemplaires de cette page, on passe à une autre page, on en fait 30 et à la fin, on assemble. Et donc, c'est vraiment très rapide. Donc voilà pour l'humanisme, voilà comment ça s'est diffusé. Grâce à cette diffusion, ça a pu influencer notamment la Renaissance, comme vous avez pu le voir avant. Et voilà, ça va aussi permettre d'influencer une nouvelle religion, comme vous le verrez tout à l'heure avec nos collègues. Donc merci pour Merci à tous. Merci aussi. Donc voilà, si vous avez aimé cette visite, vous pouvez nous noter Sur TripAdvisor. Voilà, sur Google, etc. Vous pouvez nous laisser un petit tips à l'accueil aussi, pour qu'on puisse se faire un peu plaisir. Allez, Bonjour, avec mon collègue et moi, on va vous présenter le protestantisme, la partie du protestantisme. Donc déjà, est-ce que vous connaissez un peu, par exemple, le créateur? Non. Non, c'est parfait, on va commencer avec lui, vous pouvez suivre mon collègue. Ce tableau est un portrait du créateur du protestantisme, Martin Luther. C'est une huile sur toile qui a été faite par George Pell en 2015. Donc Martin Luther, c'est qui? C'est un pasteur qui était en désaccord avec l'Église. Il a écrit les 95 thèses en 1517, où c'était 95 reproches qu'il faisait à l'Église, comme par exemple le reproche des indulgences, le fait que les fidèles payaient pour être pardonnés de leurs péchés. Donc, du pape, et ses fidèles ont protesté parce qu'ils étaient excommuniés. Et donc, il crée le protestantisme en 1520. Voilà, je vais vous laisser suivre On continue avec le temple protestant. Donc voilà, aussi appelé le temple du paradis en 1570. On peut voir que le pasteur il est au centre avec du coup tout le monde qui l'encercle et qui regarde le centre. Oui. J'ai une question. C'est quoi exactement la différence entre le protestantisme et le catholicisme? Alors on peut avoir différentes différences. Déjà, les prêtres avaient le droit de se marier et d'avoir la barbe chez les protestants alors que c'était interdit chez les catholiques. On avait aussi le rapprochement du message de Dieu, donc avec des temples beaucoup moins riches, donc il n'y avait pas d'or ou quoi, c'était beaucoup de bois et de pierre. Il n'y avait que 2 sacrements, alors chez les catholiques c'était 7, donc moins strict chez les protestants du coup. Et il n'y avait pas de messager entre Dieu et les chrétiens. On s'adressait directement aux chrétiens, on s'adressait directement à Dieu. Et ça, c'est suite à l'humanisme où on mettait directement l'homme au centre du tout. Maintenant, on va voir les différences avec les catholiques. Donc les différences avec l'Église catholique, premièrement, on peut voir ici que tous les sièges sont dirigés vers l'avant et que le prêtre est à l'avant. On peut voir aussi que comparé au tableau d'avant, l'Église paraît beaucoup plus riche, beaucoup plus luxueuse. Donc les gens les plus riches étaient assis devant et les gens pauvres étaient assis derrière. Et donc ça aussi c'est un des problèmes de l'Église. On était favorisés si on était riches. Les pasteurs, ils pouvaient se marier dans l'Église protestante, mais dans l'Église catholique, les prêtres n'avaient pas le droit de se marier. Et voilà.
peinture avec la carte de la diffusion. Donc là, on peut voir que ça a été diffusé en Europe. Il y a 3 différents types de protestants. Donc on a le luthéranisme en Allemagne avec Luther, le calvinisme en France avec Jean Calvin, et enfin l'anglicanisme en Angleterre avec Henri VIII. Donc entre ces 3 types, il y a quand même des différences. Déjà le luthéranisme et le calvinisme avec 2 sacrements, alors que l'anglicanisme, lui, était plus proche du catholicisme, donc avec 7 sacrements, 2 mineurs et 5 majeurs. Les Anglais avaient un évêque, et les Français, donc avec Jean Calvin, étaient beaucoup plus stricts, la religion était beaucoup plus stricte. Et suite à l'arrivée du protestantisme, on va avoir différentes guerres de religion, donc au sein même des protestants, ou même avec les pays qui étaient catholiques, enfin qui sont restés catholiques, donc comme l'Espagne. Ici, on peut voir un portrait d'Henri VIII, donc, qui était, comme je l'ai dit, le roi du royaume d'Angleterre. Elle a été peinte en 1537, donc durant la fin de la Renaissance, et c'est une image emblématique, parce que c'est l'une des plus connues. C'est l'un des portraits les plus connus d'un dirigeant anglais. Et donc pourquoi est-ce que Jean Calvin est connu et a été le dirigeant est autant connu chez les protestants? C'est tout simplement parce qu'il a rompu avec le pape. Lui, en fait, il était marié à une femme et il voulait se séparer pour se marier avec une autre. Le pape, il a refusé, et donc suite à ça, ils ont coupé les ponts, si on peut dire, entre eux. Et donc il a ramené de nouvelles lois. Il n'a pas forcément changé la religion dans sa globalité, mais certains points, il les a modifiés. Et donc c'était lui le représentant de l'Église au sein du royaume anglais. Et à côté, on peut voir Jean Calvin, qui était lui le chef du calvinisme. Donc on va finir avec l'une des principales guerres de religion, donc la Saint-Barthélemy. Alors tout d'abord, la Saint-Barthélemy, ce n'est pas vraiment une guerre, c'est plutôt un massacre. Donc ce tableau, il représente le massacre de milliers de protestants en 1572 sous ordre de la famille royale. À l'époque, donc la famille royale, c'était Catherine de Médicis. Donc ce tableau, il montre beaucoup les tensions religieuses entre catholiques et protestants. Le massacre, il a lieu en France. On est témoin de beaucoup de violence. On voit quelqu'un traîner un cadavre ici. On voit une femme se faire tabasser au milieu. Voilà. Donc c'est une peinture à l'huile. Et suite à ça, on a eu par exemple l'édit de Nantes d'Henri IV en 1598. Voilà, j'espère que la visite du musée vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur le protestantisme. Merci à vous. Merci à vous.